révolutionné le travail des instituts d'enquête. Il faut le dire, c'est basique, il ne faut pas le négliger. Pendant très longtemps, Internet n'existant pas, nous faisions nos enquêtes par téléphone, en face à face, dans la rue, et on voit à quel point Internet s'est imposé comme mode de recueil, comme moyen pour réaliser des enquêtes d'opinion. Très récemment, lors de l'élection présidentielle, l'IFOP a marqué, si je puis dire, le milieu et le suivi de la campagne électorale par un rolling, c'est-à-dire une enquête quotidienne réalisée par Internet, où chaque jour, du 9 janvier au 5 mai, nous avons, à travers Internet, réalisé des votes du premier tour, du second tour, des questions de souhait de victoire, des questions d'évaluation de la campagne présidentielle. Et de ce point de vue-là, Internet a joué un rôle majeur pour nous. Internet a permis des usages complètement différents, les a complètement démultipliés. Vous voyez, il y a encore une petite dizaine d'années, lorsque, prenons un petit exemple, le ministère de l'Éducation nationale nous commandait une enquête auprès des jeunes collégiens, il fallait les interroger soit en sortie de collège, bien sûr, soit au téléphone, aller les chercher. Maintenant, grâce à Internet, grâce à nos panels, grâce aux fichiers qualifiés, nous pouvons très facilement interroger toutes sortes de populations, toutes sortes de segments qui peuvent être investigués en termes d'opinion, d'attitude, de comportement. De ce point de vue-là, Internet a joué un rôle majeur. Il y a un vrai progrès sur deux populations qui étaient absentes du net et qui maintenant y rentrent de plus en plus, les 60-69 ans. Démographiquement, c'est un poids massif. Les ouvriers qui de plus en plus sont connectés. La critique traditionnelle que l'on faisait il y a encore 4-5 ans sur les enquêtes d'opinion par Internet, vos ouvriers ne sont pas des vrais ouvriers, vous perdez une partie importante de la France du travail, n'a plus beaucoup de sens aujourd'hui, mais malgré tout, on a quelques populations. J'ai pris comme source l'enquête annuelle du CREDOC, les enquêtes de l'IFOP qui montrent qu'il y a des populations qui restent relativement absentes du web, les 70 ans et plus, les personnes qui n'ont pas de diplôme, les personnes qui ont un revenu inférieur à 1000 euros, pardon, et dans ce contexte, on parlera à mon avis de crise, parce que le poids de la crise va modifier, je pense, les usages d'Internet, mais j'anticipe peut-être sur ce mot de pas dire. Même chose pour les personnes vivant seules, les personnes habitant dans les communes rurales. Là, on a bien sûr des internautes, mais on les a en minorité. Internet est jugé incontrôlable à 70%, dangereux, et dans ce cadre-là, il y a des vraies craintes fantasmatiques. Les craintes, c'est la protection des enfants. Alors dans cette enquête, on voit que les parents d'enfants sont beaucoup moins inquiets que la moyenne de l'ensemble des Français, mais il y a l'idée que, et c'est peut-être au cœur de l'opinion vis-à-vis d'Internet, se pose comme parfois en politique, comme parfois à l'Assemblée nationale, une question de confiance vis-à-vis d'Internet. Les Français ont tout à fait conscience des opportunités, ils ont également conscience des risques, ils se disent vigilants à quasiment 90% face aux risques du numérique, ils se disent responsables, bien informés malgré tout, mais aussi, et c'est peut-être là où vraiment on a une crainte, des fantasmes qui fissurent, qui sapent le potentiel de confiance, de légitimité que recèle Internet, il y a un aveu d'impuissance. Beaucoup de Français se sentent vulnérables vis-à-vis d'Internet. L'impuissance est extrêmement anxiogène, sans aucune plaisanterie, puisque l'impuissance en politique, c'est ce qui sape la confiance. Rappelez-vous, pour reprendre des sujets qui n'ont pas grand-chose à voir à notre sujet, quand des politiques se disent impuissants face à une situation, ils ne savent pas comment agir, là, la confiance s'effondre. C'est Mitterrand, en 93, on a tout fait contre le chômage, on ne peut rien faire. C'est Lionel Jospin qui parle que sur Billboard et pas tout. C'est Nicolas Sarkozy, alors je sors un peu du sujet, mais je parle du sujet que je connais. C'est Nicolas Sarkozy qui s'effondre dans les enquêtes d'opinion, non pas à cause du LinkedIn, non pas à cause du Fouquet, non pas à cause de sa vie privée, non pas à cause de son incarnation de la fonction présidentielle, mais lors de sa conférence de presse de janvier 2008, il fait clairement un aveu d'impuissance sur sa capacité à tenir ses promesses sur le travailler plus pour gagner plus, sur le pouvoir d'achat. Et on a ce sentiment d'impuissance des Français sur Internet
en matière de gestion des données personnelles, de nombreux Français se sentent démunis. Dans l'enquête qui a été publiée dans Le Parisien, une personne sur deux reconnaît qu'il est difficile de gérer ses données personnelles sur le net. Peu surveillent leur e-réputation. On a des craintes fantasmatiques et majoritaires en termes d'usurpation de son identité, en termes d'atteinte à l'image, de la réputation en ligne. Quand on confronte ces craintes à l'expérience réelle, au fait d'être confronté concrètement, on est sur des résultats tout à fait marginaux, mais pour lancer le débat, c'est là que se joue le point de fragilité majeur de l'opinion des Français vis-à-vis d'Internet. C'est d'un côté ces potentialités, cette facilitation de la vie quotidienne, de l'autre c'est ces craintes, cette impuissance sur la protection, la capacité à être protégé face à ce que les Français voient comme des dérives, et on en parlera peut-être plus tard, je ne vais pas monopoliser la parole. J'ai retrouvé toute une série d'enquêtes très récentes de l'IFOP sur des sujets extrêmement différents qui montrent exactement ce même couple entre crainte sur la protection des données personnelles et le fait qu'Internet permette énormément de choses. Et pour finir, dans l'enquête annuelle que réalise le Crédoc, même auprès des internautes les plus actifs, la crainte majeure, c'est l'insuffisante protection des données personnelles. Quand les non-internautes ou les personnes qui sont faiblement connectées évoquent surtout la complexité d'Internet, voire son coût. La peur et la crainte, c'est aussi des choses, je pense, que les gens ne vont pas exprimer de manière aussi visible sur Internet. Quand j'étudie les traces, je vais rarement tomber, il y a des forums qui sont spécialisés sur le hacking, les données, donc, où les gens peuvent s'exprimer sur ce genre de sujet, mais je pense que ça va être rare aussi de trouver quelqu'un qui va dans un verbatim dire qu'il a très peur d'Internet, qu'il a très peur qu'on usurpe son identité. Même si ce sont des sujets qui, encore une fois, sur des forums spécialisés. Je pense notamment à l'e-commerce. J'ai vu, pour rebondir sur les enquêtes de l'IFOP, il y avait des questions qui étaient, et où les gens d'ailleurs avaient répondu le plus, qui étaient sur avez-vous déjà eu un problème avec un site, un site suite à une vente d'un objet, avez-vous déjà eu des difficultés, un litige. Voilà. C'est vrai que pour le coup, il va y avoir plein de sites dans les suivis consommateurs où les gens vont dire ce site n'est pas clair. Vraiment sur tout ce qui est relatif à la contrefaçon, mais je comprends pas, j'ai acheté sur hermespachère.com et j'ai jamais reçu et je comprends pas pourquoi j'ai jamais reçu le bien en question. Donc voilà, après il y a des déductions, il y a des constats qui sont tirés, mais c'est vrai que pour le coup, je n'ai pas vu de débat relatif à l'usurpation des données. On a eu sur Internet une difficulté de l'opinion publique de se passionner pour la dernière campagne électorale, mais je dirais, ça a été le reflet de le niveau d'intérêt relativement moyen des Français, malgré le survote qui a été constaté le 22 avril sur cette campagne présidentielle. On a quelques éléments. On a 18 points de moins s'agissant de l'intérêt des internautes pour la campagne par rapport à la campagne présidentielle de 2007. On a un niveau d'intérêt pour la campagne telle qu'elle a été menée sur Internet qui était assez faible, un quart de personnes qui se déclaraient intéressées. Mais bien sûr, s'agissant d'Internet, il ne faut pas être sur une logique, je dirais, électorale, voir seulement ce qui est au-dessus de 50 et puis négliger ce qui est inférieur à 50%. C'est une logique d'extrapolation sur des segments précis. Il y a eu quand même des choses, mais il y a eu des jugements sévères sur la satisfaction dont les candidats ont fait campagne et ce qu'on a vu sur toute une série d'éléments de la communication digitale des candidats, on a vu en quoi ils ont relativement peu répondu aux attentes des Français avec des niveaux de satisfaction et là auprès des internautes les plus actifs systématiquement inférieurs à 50%, que ce soit les sites officiels. Il y a eu, tu en parlais Maud, des jeux, des parodies des équipes de campagne qui ont été beaucoup remarquées et qui ont fait provoquer des jugements nuancés dans la mesure où l'attente majeure des Français en chercher de l'information sur Internet était d'aller sur des sites qu'ils considèrent comme neutres ou équilibrés et moins entrés dans le jeu de la campagne électorale entre le monde de droite, entre l'équipe d'Europe Écologie des Verts qui avait fait aussi des choses assez intéressantes et assez ludiques pour booster la campagne d'Eva Joly, ça n'a pas donné des résultats comme vous en souvenez,
enfin, notable. Voilà. Donc on a eu des jugements relativement sévères. Moi, ce qui m'a peut-être frappé dans cette campagne présidentielle, donc je ne vais pas détailler, mais on a des niveaux de satisfaction systématiquement inférieurs à 25%, ce qui est faible. Toute une série d'éléments de la campagne, mais 2012, il y a eu une déception globale des Français vis-à-vis de la campagne telle qu'elle a été menée. On a eu aussi 2012 qui a été aussi, il faut le dire, une sorte de revanche des moyens de communication traditionnels d'une campagne présidentielle. On a eu peut-être le vecteur le plus traditionnel, le plus ancien à la Troisième République, les banquiers républicains, les meetings, si je puis dire, qui ont été, grâce aux retransmissions directes des chaînes info, qui ont véritablement scandé la campagne et qui ont fortement influé sur le niveau d'intérêt des Français sur l'appropriation de la campagne présidentielle. Donc, on a été sur ce contexte de revanche, on peut dire, des moyens traditionnels. On a retrouvé là, s'agissant d'Internet, cette notion de confiance dans l'information dont je parlais, qui est au cœur d'une éventuelle appropriation plus forte et d'une entrée plus forte dans la campagne sur Internet, puisque lorsqu'on a interrogé les Français sur quel est le média qui leur a donné l'information par rapport à laquelle ils ont été les plus confiants, Internet a été devancé, mais c'est tout à fait normal, mais il faut le dire, par la télévision, la radio, la PQL, mais Internet a devancé la presse quotidienne régionale, la presse gratuite et les réseaux sociaux. Quand je dis Internet, c'était plutôt les sites et tout ce qui était recherche d'information. Il faut le dire aussi, on a une défiance malgré tout des politiques sur les dérives, sur les craintes, sur les dérives d'Internet. Vincent, je t'avais fait passer une étude un petit peu plus ancienne, qui date de 2010, sur les élus municipaux. La prochaine échéance électorale sera les élections municipales, et on a toujours chez eux une sorte de regard ambivalent vis-à-vis d'Internet en termes de proximité. Ils nous disent bien rien ne vaut le contact humain, rien ne vaut la campagne, rien ne vaut le porte-à-porte. Et sur la présidentielle, entre ces meetings qui ont scandé la campagne du fait du relais des chaînes info, des chaînes info qui parfois ont, dans le cadre de stratégie éditoriale, fait le buzz peut-être plus qu'Internet. Je pense à, par exemple, au tout début de l'année, la polémique du Celtic. François Hollande qui aurait traité Nicolas Sarkozy de Celtic dans un déjeuner de presse privée et qui a été scandé pendant 2 jours sur BFM. On a eu des choses comme ça par rapport auxquelles Internet a peut-être eu du mal à trouver sa place, même si il y a une question de l'IFOP que je brûlerai de reposer un peu plus tard. L'utilité d'Internet s'agissant de son choix électoral, c'est-à-dire la question la plus dure. On n'est pas sur la question de confiance, on est sur la question d'utilité. En quoi Internet m'a aidé pour faire mon choix électoral. Là, on voit très bien qu'il y a une hiérarchie claire. Arrivent en tête des émissions politiques à la télévision, dans lesquelles il y a des débats et des meetings, des journaux télévisés, la radio, et au même niveau que les discussions avec votre famille, des sites internet d'information, avec des scores d'utilité dans son choix électoral, ce qui est quand même, je le répète, le concept le plus dur chez les jeunes, chez les diplômés, chez les cadres supérieurs, chez les hommes. Et quand on voit à quel point l'élection présidentielle, en pourcentage et en nombre de voix, s'est joué à peu de choses au premier tour. L'écart Hollande-Nicolas Sarkozy au premier tour est le plus faible en pourcentage et en voix jamais constaté sous la Ve République. Le second tour s'est joué à 1 million de voix, mais il a été également resserré en fin de campagne. On voit que là, Internet, non pas en substitution, mais en complémentarité avec les médias traditionnels, peut jouer un rôle majeur. Mais de ce point de vue-là, on a vraiment vu également une vraie hiérarchie de l'opinion sur Internet. L'utilité, c'est d'abord les sites d'information, plus que les sites des candidats, et enfin les réseaux sociaux. Il ne faut pas les enterrer, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas joué un rôle capital, mais il y a une vraie hiérarchie que fait l'opinion qui ne manquera pas de bouger dans 5 ans. Au niveau des usages, il y avait quand même des différences, notamment tout simplement parce qu'en 2012, en termes de volume, il y a eu plus de gens qui étaient sur Twitter et plus de gens qui étaient aussi intéressés sur les réseaux sociaux
par le sujet. Ce qui fait aussi que les premiers usages particuliers, notamment de participation, sur lesquels je vais revenir et qu'on ne savait en 2007, sont moins visibles en 2012. Je pense aux blogs politiques, et j'ai développé là-dessus. Aussi, je pense que en 2012, si DSK, si tout ne s'était pas passé en mai, donc avant la présidentielle, il y aurait eu aussi pas mal de différences sur Internet. Peut-être la campagne aurait vu un autre jour et d'autres productions de contenu et d'autres usages, mais ça c'est une autre histoire. Je pense vraiment que ça aurait changé la donne sur Internet. En tout cas, ce qu'on observe, c'est qu'entre 2007 et 2012, il y a une massification des pratiques. Et c'est vrai que sur Twitter, quand on voit des chiffres comme 500 000 tweets qui ont été échangés dans le débat Hollande-Sarkozy, c'est beaucoup, mais qu'est-ce que ça prouve? Ça prouve qu'il y a de plus en plus de gens qui ont préempté ce support, et donc ça devient quelque part, même si Frédéric le disait, on reste en numéro 1 sur les sites d'infos comme sites consultés par les internautes, mais Twitter reste quand même, devient quelque part un média de masse. Ça reste un réseau social, mais idem pour Facebook. Tout ce qui est échangé sur la présidentielle relève d'une sorte de massification des usages. Alors qu'en 2007, j'ai eu la chance de aussi beaucoup suivre la campagne et les usages, même en étant moi-même engagée sur certains sites, je trouve, ça se vérifie, je pense aussi dans l'étude des usages, qu'il y avait un engagement qui était différent, et notamment, c'était quand même la grande époque des blogs politiques. Je pense à un événement qui réunissait de nombreux blogueurs qui s'appelait La République des blogs, où il y avait, en termes de modalité d'expression des internautes, il y avait quelque chose de plus engagé. C'est vrai que 2012, ça a été plutôt le tweet en 140 caractères. Tu as tout à fait raison de contextualiser différemment 2012 par rapport à 2007, même si on quitte Internet et les usages et les opinions sur le web 2.0, au-delà de l'évaluation de la campagne qui s'est faite sur Internet, il y a un contexte complètement différent. 2007, c'est une élection pour laquelle les Français ont énormément d'attentes, une élection de renouvellement, avec des primo-accédants, si je puis dire, à la magistrature suprême, la Ségolène Royal, Sarkozy, François Bayrou, même s'il avait fait un tour de piste en 2002. Tu as raison de parler également de l'Europe. La campagne de 2007 avait été, si je puis dire, chauffée par l'activité très forte sur Internet au moment de la campagne pour ou contre le traité constitutionnel européen, et on était clairement sur une élection avec de très fortes attentes. Ça s'est vu avec la participation qui a été un record sur la 5e République, sur les trois candidats dont je viens de parler, qui à eux trois ont fait 75% des voix au premier tour. 2012, on est dans un contexte complètement différent, contexte marqué par la crise, contexte où on a une élection présidentielle qui s'inscrit dans un cycle abstentionniste, même si, et ça a été peut-être la plus grande surprise, elle s'en est un petit peu écartée pour revenir dedans dès les élections législatives, on bat le record d'abstention des élections législatives. On avait, dans ce contexte, une très faible appétence des Français pour la campagne, et on avait surtout un doute, plus que jamais, sur la capacité du politique à changer les choses. L'effet crise, c'est quoi? C'est la polarisation des Français sur la question du pouvoir d'achat et le sentiment que Internet, permettant de faire des économies, permettant de gagner du temps, de la productivité, ça permettrait de mettre peut-être à distance ces craintes sur la confidentialité, même si un travail pédagogique, une attente de régulation est, à mon avis, très fortement soutenue par l'opinion publique. Il faudrait d'abord revenir sur le contexte de certains usages sur Internet qui sont faits par ce qu'on appelle les amateurs sur Internet. Donc je voudrais revenir brièvement sur cette notion qui est très utilisée quand on parle de expression que vous connaissez peut-être, de user-generated content, donc de contenu généré par les utilisateurs. Mais ce qu'on constate, c'est que depuis quelques années, le quidam a envahi Internet. Il a plein de moyens à sa disposition, on en a cité pas mal, Twitter, Facebook, mais aussi Flickr pour ses photos amateurs, YouTube pour mettre les vidéos qu'il a faites. Et donc, cet amateur, on va l'appeler, quand il a des pratiques qui sont proches des professionnels, je pense à des photographes amateurs qui vont poster des photos sur des groupes Flickr. Il y a par exemple des groupes de spécialistes des photographies de libellules,
qui ont des zooms et des appareils qui sont proches de ceux des professionnels. Et donc ces amateurs-là, on va les appeler des pro-am, selon la contraction amateur professionnel, c'est anglo-saxon. Et on va les appeler aussi donc, des pro-am amateurs amateurs experts versus des spécialistes. En fait, ce qu'on voit avec Internet, c'est que leur expertise, parce qu'on peut les qualifier d'experts, elle s'est faite par l'expérience. Et justement, elle s'oppose de plus en plus à des gens dont la légitimité vient de leur parcours, qui sont des spécialistes. Quand on parle de spécialistes, ça va être hommes politiques, médecins, scientifiques, tous ces gens qui, sur Internet, ont une autorité acquise. Et donc de plus en plus, on va voir grandir la masse des quidam. Rancière parlait de la compétence des incompétents. C'est vraiment ça, c'est une foule intelligente qui, par l'expérience, va donc développer cette spécialisation. Et donc, je fais un petit détour, mais pour vous expliquer dans quel contexte ça se retrouvait sur l'e-santé, on va avoir des communautés qui vont vraiment développer, souvent ce sont des malades par leur propre vécu de la maladie, mais qui vont développer de vraies compétences et une véritable expertise. Donc on va observer une circulation du savoir qui est très intéressante. Je vais vous donner deux exemples. Un exemple de communauté qui a vraiment aidé à faire reconnaître une maladie qui est la fatigue chronique. En fait, en échangeant entre eux, en partageant des symptômes dont ils étaient atteints, les malades ont vraiment contribué à faire émerger cette maladie qui n'était pas forcément reconnue et connue par les vrais spécialistes. Ça c'est un exemple dans lequel je ne vais pas rentrer dans le détail. Un exemple que je voudrais détailler un petit peu plus, c'est les communautés, c'est un sujet qui n'est pas traité, mais les communautés d'anorexiques sur Internet. Il y a un courant qui s'appelle les pro-ANA, puisque ce sont des lieux en fait où la plupart du temps sont des jeunes filles qui vont expliquer comment, qui érigent l'anorexie en un mode de vie, qui vont expliquer comment le faire vivre de manière durable. Donc c'est des forums où on va trouver, disons, des astuces entre guillemets pour cacher à son entourage et à sa famille qu'on est anorexique. Et il y a donc tout un rituel en fait où les nouvelles sont accueillies par des membres du forum qui vont donc les amener à devenir, de passer des wanarexiques, c'est comme ça qu'on les appelle, les wannabe anorexiques, à des anorexiques, à dire spécialistes sur Internet. Et c'est vrai qu'avant l'arrivée d'Internet, ces sous-cultures, parce qu'on peut parler de sous-culture, il y a une culture de l'anorexie sur Internet, elle n'existait pas en tant que telle. Et Internet a aidé, alors pour le bien et pour le meilleur et pour le pire, dans le cas de l'anorexie, à regrouper ces gens. Et c'est vrai qu'on peut vraiment parler d'acquisition de compétences, si on peut dire ça comme ça, compétences entre guillemets, en troubles alimentaires. Et ce qui va être très intéressant aussi, donc au-delà du caractère de réseau d'entraide et de circulation de savoir spécialisé, c'est le rapport au médical. Dans le cas de l'anorexie, ce qui est intéressant à observer, c'est qu'il va y avoir ce qu'on peut appeler une modulation de la médiation médicale. C'est-à-dire que les jeunes filles vont s'entraider jusqu'à un point où il va falloir appeler un médecin. Mais le médecin n'est pas appelé tout de suite. Disons qu'elles vont se donner quand ça va vraiment mal, sur un forum, on va conseiller à la jeune fille d'aller voir un médecin. Mais disons que ce conseil-là, il est donné quand ça va vraiment plus du tout. Et l'appel au médecin est vraiment intéressant parce qu'il n'est pas, vous voyez, il n'est pas spontané. C'est vraiment, à partir d'un certain moment donné, on va être autonome dans la maladie jusqu'à un certain point. Merci Maud, alors je sens que tu avais bien mis l'ambiance parce que j'ai vu les gens évoluer en essayant de garder toute leur concentration. Alors cette thématique, d'ailleurs je précise, c'est un point d'intérêt, moi je trouve cette notion de e-santé, qu'en toute hâte, l'assurance maladie a mis en place ce qu'on pourrait appeler une sorte de diplôme de patient expert. Moi je trouve que ça témoigne quand même de la manière dont la verticalité habituelle dans ce genre de matière qui est évidente, le patient paternaliste sachant et puis le médecin et puis le patient soumis, enfin la figure classique du rapport médecin-malade, est infiltrée et détruite par Internet, et comment la verticalité
cède en partie la place à une forme d'horizontalité et de co-construction. Tu parlais de foule intelligente, qui est une figure qu'on retrouve très classiquement sur le Web 2.0. Est-ce que ça, dans l'opinion, et ensuite on conclura pour passer la parole à nos invités, est-ce que ça, cette notion de verticalité, horizontalité, on la retrouve dans l'opinion par rapport à des critiques qui peuvent être formulées? Oui, tout à fait, je partage complètement ce qui vient d'être dit. Et d'ailleurs, dans les enquêtes qualitatives sur la santé au tournant des années 2000, j'ai souvenir d'entendre des patients qui disaient je me suis fait engueuler par mon médecin parce que je lui ai dit que j'avais vu sur internet toute une série de choses, parce que j'ai parlé de la défiance vis-à-vis de Lisanti sur des choses précises, le dossier médical partagé, sur des choses qui touchent au dossier, aux données confidentielles pour le malade, mais l'information, une des craintes des élus municipaux dont je n'ai pas parlé, il y a bien sûr des risques en termes d'image vis-à-vis du Web 2.0, ils nous disent qu'il c'est difficile de maîtriser totalement ce qui se dit sur internet, ils disent aussi à plus de 66% que le Web 2.0, le fait que des administrés aillent sur internet, se renseignent sur l'action municipale, comporte des risques, car il devient plus facile de contester l'action de l'élu. Donc on est sur on va vers cette horizontalité, mais il y a des craintes. Autre expérience un peu plus récente, et je sors un peu d'internet, l'IFOP a mis en place il y a une quinzaine d'années un mode de recueil des opinions citoyennes qui n'est pas du quantitatif, qui n'est pas du qualitatif, ce sont les conférences de citoyens. Parce qu'on sait que sur les sujets techniques, scientifiques, éthiques, où le citoyen est traditionnellement exclu, où ce sont les sachants, où ce sont les experts qui se disputent ou qui occupent la scène, on a une absence des Français. Et dans ce cadre-là, on a mis en place des conférences de citoyens, on a formé des Français avec un recours au web, tel qu'ils le font maintenant quand je suis citoyen patient, quand je suis citoyen consommateur, citoyen électeur, et je me souviens des réactions des experts, alors qu'ils soient politiques, scientifiques surtout, lorsqu'ils avaient face à eux des citoyens formés pendant plusieurs semaines et qui passaient de statut de profane au statut d'éclairé, très mal prendre ou être extrêmement décontenancé par l'expertise accumulée dans le cadre de ce type d'enquête, et de la même manière que l'on peut retrouver ce même schéma vis-à-vis d'Internet et des recherches d'informations sur Internet. Est-ce que, en termes d'usage et d'opinion, après ce tour quand même que je trouve riche et complet de ce point de vue, est-ce qu'il y aurait un élément qui ressort, que vous voudriez citer, qui serait entre guillemets un conseil ou une notion sur laquelle vous voudriez insister pour ces boîtes qui justement essayent en permanence de suivre et de comprendre les usages et les opinions qui existent sur le web? Réputation, surveiller sa réputation et benchmarker ses concurrents et connaître ses cibles. Il y a deux choses vraiment à faire le plus fréquemment possible, c'est les publics et sa propre réputation. Doubler aussi sur des éléments d'état de l'opinion plus traditionnels, puisque vraiment de plus en plus, c'est ce que je vis quotidiennement, on a toujours, il y a un vrai débat, un vrai débat, parfois des querelles dans la manière de percevoir les sondages, et parfois les sondeurs entretiennent cette querelle entre moyens de sonder, d'appréhender l'opinion traditionnelle versus réputation, versus ce qu'on peut faire sur Internet. De plus en plus, j'ai l'impression que c'est extrêmement complémentaire. Et si je reviens à l'élection présidentielle, l'IFOP, il se trouve qu'on a été l'institut qui a le mieux anticipé et suivi le rapport de force électorale et qui a donné le rapport de force électorale le plus proche du résultat réel. C'était surtout parce qu'on n'a pas été sur un tout Internet, sur un tout téléphone face à face ou sur un tout caddie, mais on a essayé de combiner ces modes de recueil. Et je pense que pour ces entreprises, il faut également sortir parfois du web et voir un petit peu ce que peuvent dire des publics qui ne sont pas connectés.